Il semble bien que nous allons jouer quelque part en Europe, les amis. Bonsoir à toutes et à tous et bon 1er mai. Bonne fête du travail à tous. Soyez les bienvenus à la maison dans mon petit bureau pour le point média quotidien. Voici la carte éditée par les confrères de la Gazzetta dello Sport ce matin, avec en bleu les pays qui ont décidé de tout arrêter, avec la France bien évidemment, et les Pays-Bas avaient été les premiers. Code couleur ensuite, du rouge vers le vert pour la reprise. Et attention, car depuis que cette carte a été éditée, certains pays en rouge sont passés en code jaune. Je vous emmène tout d'abord du côté de l'Italie avec ce message très fort à la une du Corriere dello Sport. Si on arrête tout, on va rétrograder, les amis. On est en phase dégel du côté de l'Italie, car ces dernières heures, je vous l'avais rappelé, tout semblait très compliqué. Le Premier ministre, le ministre des Sports, le patron de la Fédé, le patron de la Serie A. Ces dernières heures, le patron de la Fédé, Gabriele Gravina, l'a absolument clamé. Je ne veux pas être le fossoyeur de la Serie A. Pourquoi a-t-il dit ça? C'est lui qui était en charge du protocole de la commission sanitaire qui devait être validé par le ministre des Sports, puis par le Premier ministre, pour donner le OK définitif. Sauf que, souvenez-vous, lundi dernier, décret officiel publié, et dans ce décret officiel, le Premier ministre, M. Giuseppe Conte, avait repoussé la reprise de la Serie A. Plus de date annoncée. Pourquoi? Parce que ce protocole sanitaire ne lui avait pas plu. Et attention, parce qu'il faut dire que l'ensemble des équipes de la Serie A ne semblaient pas satisfaits de ce protocole également. 17 des 20 clubs de Serie A avaient trouvé ce protocole sanitaire trop juste. Les seuls à avoir un petit peu retenu, c'était la Juventus de Turin, qui s'était pas trop prononcée sur cette qualité du protocole. Du coup, qu'a fait monsieur Gabriele Gravina? Il a assuré tout le monde. Les amis, comme je veux qu'on puisse jouer, je vais relancer la machine. Ce protocole va être plus musclé, meilleur, afin que le Premier ministre puisse le valider. Voyant cela, qu'a fait le patron de la Serie A? Il a appelé tous les clubs, et notamment les réticents, pour leur dire, les gars, il faut aller à l'unité, il faut être ensemble pour que le Premier ministre puisse dire OK. Ces dernières heures, 2 clubs semblaient encore réticents, Brescia et le Torino. Mais attention, regardez, à 16h08 aujourd'hui est tombée la décision finalement. À l'unanimité, les clubs de Serie A ont donné le OK pour une reprise ensemble dès que le Premier ministre aura validé tout ça. Dans les prochaines heures, tous les voyants devraient ainsi passer au vert du côté de l'Italie. Lâchez les fauves! Le message est très fort à la une de la presse portugaise, car ça y est, je vous l'avais annoncé, on attendait la locution politique de la part du Premier ministre portugais pour dire un OK au football. Ça a été donné, les amis. Regardez, le calendrier du coup est donc là, on compte les jours. Le dernier week-end de mai a été fixé. Monsieur Antonio Costa, qui est ici le Premier ministre, avec son ministre de l'économie, ont tout validé. Visiblement, attention, à condition que le hockey sanitaire soit donné là aussi par une commission. Les clubs vont de l'avant, avec notamment, regardez, une série de tests pour aller au plus vite possible pour que le Premier ministre puisse donner ce hockey définitif. Mais attention à la FIFA. Vous le savez, je vous avais annoncé ces derniers jours que cet homme, Michel Doge, le patron de la section médicale de la FIFA, avait lui préconisé un arrêt total du football mondial. Et voilà, il s'est prononcé ces dernières heures de nouveau pour dire que maintenant, c'est une question d'éthique, notamment par rapport au nombre de tests demandés par le football. Écoutez-le, c'est en anglais, je vais vous lire la traduction, c'est un document Beansport. C'est aussi une question d'éthique. Pour l'instant, nous n'avons pas suffisamment de moyens pour tester le grand public. On ne peut pas exiger que le monde du football dispose de milliers de tests qui doivent être répétés presque tous les 3 ou 4 jours, par rapport au calendrier, bien entendu. Je pense donc que cela devient une question d'éthique et que nous devrions prendre conscience que nous faisons partie de la société mondiale et que nous avons la responsabilité de surveiller la société dans son ensemble. Le message est très clair, il faudra être très attentif aux décisions de la FIFA à venir dans les prochains jours. Je vous emmène maintenant en Allemagne avec la Bayern Family, mais juste avant, je vous donne des nouvelles également, car je vous avais annoncé l'arrivée d'Angela Merkel hier, qui devait donner son OK pour la reprise du football. C'était une allocution hier de la part d'Angela Merkel. Elle a elle aussi un poil repoussé cette reprise. Je vous rappelle que Christian Seifert avait remis un rapport, le patron de la Bundesliga, au ministre des Sports, qui avait validé ce rapport de reprise, qui avait donné l'information au directeur de la chancellerie, qui avait glissé le mot à l'oreille d'Angela Merkel, qui devait normalement tout valider hier. Elle l'a repoussé. C'est une position politique, c'est un choix, en disant très clairement que le football n'est pas une priorité aujourd'hui dans la société allemande. Mais la décision devrait venir d'ici à quelques jours, vous vous en doutez. Si on revient à la Bayern Family, je voulais vous montrer ça parce que c'est vraiment
très sympa pour comprendre comment ça se passe au Bayern avec l'aide de Pat Guillou, bien entendu notre consultant beIN Sport que je remercie une nouvelle fois. Regardez ça. Ici, c'est la famille Hoeneß. Uli Hoeneß, que vous connaissez, le grand patron du Bayern. Son frère est là, Dieter Hoeneß, ancien grand buteur de la Bundesliga, qui a 2 fils. Ils sont là, donc neveu d'Uli Hoeneß. Sebastian Hoeneß, qui est entraîneur du Bayern B, de la 2e équipe. Ici, c'est Benny Hoeneß, en charge des RP et du sponsoring, dont il est le directeur. Il a sous sa charge Henri Rummenigge, le fils de Karl-Heinz Rummenigge. Ici, c'est Edmund Stoiber, personnage important politique de la Bavière, qui est au conseil de surveillance du Bayern Munich. Sa fille également travaille au Bayern. 1000 salariés avec beaucoup d'anciens joueurs, d'anciens de famille du Bayern. Ça se passe comme ça au Bayern. Quand un poste se libère, on va privilégier éventuellement quelqu'un déjà du Bayern Munich. À valeur égale, on prendra quelqu'un de l'ADN Bayern. Mais attention, si on n'est pas à valeur égale, on prendra la personne de l'extérieur. Le club du Bayern est toujours au-dessus. Vous connaissez le leitmotiv Mescum Club au FC Barcelone. Regardez ce Mia San Mia qui est rappelé au-dessus du maillot du Bayern Munich. Nous sommes ce que nous sommes. Le club est au-dessus. Voilà pourquoi d'ailleurs, c'est Pat Guillou qui me l'a rappelé, voilà pourquoi le Bayern chaque année paye une amende à la Bundesliga pour ça. Regardez, normalement le nom du joueur, il est au-dessus, pas au Bayern. Le nom du club est au-dessus de celui du joueur avec le Mia San Mia qui est juste ici. C'est important, c'est intéressant à savoir dans ce qu'est l'ADN Bayern Munich. Merci à Pat Guillou une nouvelle fois pour toutes ces informations. Je vous emmène maintenant, les amis, du côté de l'Angleterre avec ce mot très très fort. This cannot happen. Cela ne peut pas arriver avec le visage, regardez, de monsieur Joe Henderson. C'est le maire de Liverpool. Pourquoi ce message? Monsieur Joe Henderson a été très clair. Il ne veut pas de rassemblement public. Il a peur par rapport à l'évolution du Covid. Il ne veut pas de ce type de scène. Et les fans de Liverpool, ils se savent en tête de la Première Ligue, je vous le rappelle, avec 82 points face à Manchester City, 57 points. Cela ne peut pas arriver de voir le football s'arrêter. Et pourtant, c'est la volonté de monsieur Joe Henderson. Attention une nouvelle fois à la pression politique sur les instances du football anglais. C'est à suivre également. Enfin, pour terminer cette édition, je voulais vous montrer ça. Regardez, 1er mai 2005. 1er mai 2020, ça fait 15 ans que Messi inscrivait son premier but sous les épaules de Ronaldinho. Je vais vous montrer tout ça dans cette équipe avec Deco, avec Ludovic Giuli également, avec ce numéro 30 sur les épaules. Regardez une nouvelle fois cette séquence. Ça fait du bien de revoir tout ça. Il entre en jeu à la place de Samuel Eto'o. On est en plein match face à Albacete au Camp Nou. Le Barça va largement s'imposer. Ronaldinho qui est là, Ludovic Giuli qui est là. Lionel Messi est ici. On pense que c'est là le premier but de Messi. Non. Sifflet hors jeu. Position de hors jeu. Et pourtant, vous allez le voir sur la ralenti, c'est peut-être Ludo Giuli qui était un poil devant. Et l'arbitre assistant, regardez, Ludo Giuli est là. Messi est là sur le dernier défenseur, très certainement. But valable, la passe décisive signée Ronaldinho. Mais vous allez voir que quelques minutes plus tard, on va se retrouver exactement dans la même situation et que là, le but sera validé. À la réception de ce ballon, Léo Messi, Ronaldinho est ici. Regardez, de nouveau la combinaison entre les deux hommes, la petite louche, Messi. De nouveau l'intérieur pied gauche, cette fois-ci c'est au fond. Le premier but de Léo Messi, qui en inscrira des centaines et des centaines. Voilà, c'est sur cette petite image que je voulais terminer cette rubrique aujourd'hui. Vous le savez, pour voir ou revoir l'ensemble des éditions, l'ensemble des réseaux sociaux, avec le hashtag RuizClub. Ce soir, on continue les rediffusions du Club du Dimanche. Monsieur Rai est au programme, 23h, beIN Sport. Club du Dimanche, ce soir, on repart 5 ans en arrière. En attendant, comme d'habitude, on reste à la maison et profitez des vôtres.